C'est quoi ça? Ça, Poly, c'est le 7e continent. En 1997, le navigateur Charles Moore a découvert une grande quantité de déchets plastiques dans l'océan Pacifique. Cette zone couvre une superficie estimée à plus de 3 fois celle de la France, soit entre 700 000 et 3,4 millions de kilomètres carrés. Ces déchets sont principalement des morceaux de plastique flottants qui sont rejetés dans l'océan et transportés par les courants. Ils représentent environ 10% de tous les déchets produits dans le monde. Cette pollution constitue une menace pour la faune maritime, perturbe les écosystèmes et pollue l'eau. Une étude de l'université de Gand en Belgique en 2019 a même révélé qu'une personne ingère en moyenne 5 grammes de plastique par semaine, ce qui équivaut au poids d'une carte bleue. Oh, on pourrait faire de ces polymères une isolation, même si le PVC, le PMMA, le PC et l'ABS ne sont pas adaptés. Avec le PET, le PU, le PE, le PP et le PS, nous pouvons essayer, non? Par exemple, le PU serait un excellent isolant thermique, mais il est très difficile à recycler, tandis que le PET et le PP sont de bons isolants thermiques, mais pas acoustiques. Le polystyrène ou le PP seraient de bons compromis. Qu'est-ce que vous en dites? Ils sont durables, résistants au changement de température, à la chimie et à l'humidité, et ils se recyclent très bien. Tu as bien raison, tout à fait. Je peux déjà te dire qu'il existe 4 principaux polymères utilisés dans l'isolation. Le polymère expansé, PSE, le polystyrène extrudé, XPS, le polyuréthane, PU, et la mousse phénolique. Le PSE, donc le polystyrène expansé, est un matériau léger et économique, offrant une isolation thermique efficace malgré sa faible épaisseur. Cependant, il présente des inconvénients tels qu'une isolation phonique médiocre, une durée de vie limitée et l'incapacité de réguler l'humidité. Il est considéré comme polluant et libère des substances nocives en cas d'incendie. Le XPS, donc le polystyrène extrudé, quant à lui, possède une densité plus élevée et offre une meilleure homogénéité. Il a une longue durée de vie et une excellente isolation thermique et une bonne résistance mécanique, mais il présente des inconvénients similaires au PSE en termes d'isolation acoustique, de résistance au feu et d'impact environnemental. Le PU offre d'excellentes performances thermiques et une bonne résistance mécanique, mais il n'est pas idéal pour maintenir la fraîcheur l'été et présente des problèmes d'isolation acoustique et de résistance au feu. Enfin, la mousse phénolique offre de bonnes performances thermiques et acoustiques, ainsi qu'une résistance au feu limitée et une production de fumée limitée. Son coût est plus élevé par rapport aux autres matériaux mentionnés. Mais pour les utiliser et vider ce 7e continent, il va falloir les recycler, je me trompe? Pas du tout, tu as totalement raison. Pour pouvoir réutiliser le PS ainsi que le PE, éviter cette décharge à ciel ouvert, il va d'abord falloir leur donner un petit coup de neuf, et pour ça, on va les recycler. C'est une super idée, mais comment on fait pour les recycler? Ça a l'air compliqué. Les processus de recyclage de ces deux polymères ne sont pas les plus complexes. En fait, on retrouve beaucoup de similitudes dans le recyclage du PS et du PU. Je suppose qu'il faut d'abord les collecter pour pouvoir les recycler. Et d'ailleurs, vu comment les gens trient leurs déchets, il va falloir faire un tri dans tout ça. Ça va prendre des années de trier tout ça à la main. Tu as raison, ce sont deux étapes primordiales dans le recyclage des déchets. Mais ne t'inquiète pas, il existe plusieurs techniques de tri. Je te l'accorde, la technique de tri à la main n'est pas très optimisée, mais elle permet de se débarrasser des grosses impuretés ou des plastiques qui n'ont rien à faire là. On peut également utiliser des techniques optiques qui trient les déchets en fonction de leur taille, de leur couleur ou encore de leur réflectivité de la lumière. Il en existe encore plein d'autres, comme par exemple le tri par densité ou encore par électrostatisme. Donc, tout ça permet de ne prendre que les déchets du polystyrène qui ont la pureté et la qualité qui nous intéressent, et d'éliminer les déchets comme les étiquettes ou les adhésifs. Mais donc, après ce tri, il se passe quoi? Parce qu'il me semble qu'il reste des étapes de broyage et de fusion avant d'avoir notre polystyrène recyclé. Exactement, car après l'avoir nettoyé et compacté pour faciliter son stockage, on va broyer tout le PS grâce à des broyeurs à lame ou encore à des marteaux par exemple. Ça va donc nous donner plein de flocons. Cette forme est propice pour pouvoir ensuite les faire fondre dans la prochaine étape. Ça doit être l'étape de fusion qui consiste à faire fondre tous les flocons à une température d'environ 200 degrés dans une extrudeuse pour les transformer en matière visqueuse qu'on appelle mélange fondu. Tout à fait, et maintenant on passe à l'étape de formage. Une fois fondu, le polymère peut être en effet moulé et façonné selon ses besoins. Il peut être injecté dans des moules pour créer des nouveaux produits en PS. On peut aussi faire de la granulation, c'est-à-dire transformer ce mélange fondu en petites pastilles appelées granules. Et boum, on a notre PS recyclé. C'est trop bien, et ça a l'air plutôt simple en fait. Alors pourquoi seulement 30% du polystyrène est recyclé alors qu'il est 100% recyclable? Eh bien, figure-toi que le procédé de recyclage n'est pas si simple que ça, et il coûte extrêmement cher en termes d'argent, mais surtout en termes d'énergie. De plus, la plupart du PS réutilisé se trouve sous forme expansée ou extrudée, et le PS expansé n'est composé que de 2% de PS. Le reste, c'est simplement du gaz. Il prend donc énormément de place pour pas grand-chose. Oh, je vois.
Et en plus, ça rendrait l'étape de compactage obligatoire, donc une dépense supplémentaire. Et oui, Polly, Donc le PE se recycle de la même manière? il existe quelques variations dans le recyclage du polyéthylène, mais les étapes les plus importantes sont les mêmes. L'étape qui est la plus différente reste le nettoyage des contaminants, car comme tu le sais, le PE a de nombreuses applications alimentaires et il faut donc prêter plus d'attention à cette étape. Il paraît qu'il y aurait d'autres techniques de recyclage du polystyrène qui sont en développement. T'en as entendu parler? Oui, c'est l'entreprise Polystyver qui développe une technologie par dissolution qui permet ainsi de purifier et de séparer les contaminants plus facilement. Ils dissoudent le PS dans des huiles essentielles en le mettant dans un concentrateur. Cette solution passe également dans une simple grille qui va retenir tous les contaminants tels que le papier, le ruban adhésif, le carton ou encore les autres plastiques. Une fois que la solution est purifiée, il faut séparer les huiles essentielles du PS. C'est pour cette partie du recyclage qu'ils ont déposé un brevet. En effet, ils arrivent à retirer les huiles essentielles à 100%, mais surtout ils enlèvent un retardateur de flamme qui a été interdit. Il s'appelle le HBCD. Cette technique permettrait une purification sans précédent du PS, et surtout cela évitera d'utiliser des filtres qui sont coûteux et qui doivent être remplacés régulièrement. Quelle structure allez-vous donner à votre panneau isolant? Nous avons opté pour un panneau à 3 couches. Dans un premier temps, nous avons décidé d'utiliser le polystyrène comme isolant, que nous allons recycler en raison notamment de ses bonnes caractéristiques pour l'isolation thermique. Le polystyrène ayant une conductivité thermique de l'ordre de 10 puissance moins 1 watts par mètre Kelvin, nous nous concentrons donc sur les deux types d'isolants ayant une conductivité thermique de l'ordre de 10 puissance moins 2 watts par mètre Kelvin, le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé. Je pense que le polystyrène extrudé est plus intéressant. Il présente une densité plus importante que l'expansé et favorise ainsi l'utilisation d'un panneau de plus faible épaisseur. Sa conductivité thermique est comprise entre 0,025 et 0,040 watts par mètre Kelvin. On considère qu'un matériau est un bon isolant lorsque sa conductivité est inférieure à 0,06 watts par mètre Kelvin. Il s'agit donc d'un très bon isolant thermique. Mais ce n'est pas tout. J'ai également lu qu'une de ses caractéristiques principales d'un bon isolant est son déphasage thermique. Plus le déphasage est élevé, plus il sera en mesure de retenir la chaleur sur une longue durée. Alors oui, Polly, nous nous sommes intéressés à ce critère. Il s'exprime en heure et vaut 6 pour le XPS, ce qui le positionne dans la moyenne haute des isolants en polymère. Et quel est le principal défaut de cet isolant? Comment allez-vous le contrer? Le principal défaut de cet isolant est son isolation acoustique modérée. Néanmoins, l'isolation acoustique est un élément essentiel de l'isolation des murs. Dès lors, nous avons souhaité introduire une deuxième couche qui a pour fonction principale de fournir une meilleure isolation phonique au mur en compensation du polystyrène extrudé. Cette couche sera positionnée avant le panneau en polystyrène extrudé afin que ce dernier ne compromette pas l'efficacité de l'isolation phonique. Mais comment définissez-vous un bon isolant phonique? C'est un matériau qui possède un bon coefficient d'absorption sur une large gamme de fréquences. Il s'agit d'un coefficient compris entre 1 et 0 qui mesure la capacité d'un matériau à absorber le son plutôt que de le réfléchir. S'il vaut 1, tout le bruit est absorbé par le matériau. Mais je connais un matériau qui répond à ces critères, la ouate de cellulose. Elle possède un beau coefficient d'absorption sur une large gamme de fréquences. De plus, lorsqu'on ajoute des fibres de chanvre, on limite les risques de déchirure. Et oui, Polly, il s'agit en effet d'un très bon isolant phonique. Biofib, une entreprise française spécialisée dans la fabrication d'isolants naturels, propose un isolant biosourcé composé en partie de ouate de cellulose et de fibres de chanvre. Cette entreprise met à disposition un graphique présentant la capacité d'un matériau à réduire le bruit extérieur à une pièce, RW, en fonction de la fréquence. Cet indice, exprimé en décibels, est déterminé à partir de mesures réalisées en laboratoire et détermine la quantité de son qui est réduite. On observe qu'un isolant à base de ouate de cellulose est un bon isolant phonique sur une large gamme de fréquences et qu'il est plus performant que la laine de roche. En outre, sa conductivité thermique est de 0,053 watts par mètre Kelvin, ce qui est bien inférieur à 0,06 watts par mètre Kelvin, faisant de lui un bon isolant thermique. Il s'agit donc également d'un isolant thermique qui possède un déphasage excellent de 7 heures. Et avez-vous songé à utiliser la technologie de changement de phase? Oui, nous souhaitons utiliser une dernière couche très fine qui va se placer après la ouate de cellulose et le polystyrène extrudé. Cette couche va reprendre la technologie du changement de phase. Donc tout corps, lorsqu'il change d'étage, échange d'importantes quantités de chaleur avec son milieu. C'est sur ce principe que repose cette technologie. Nous avons opté pour des billes de paraffine. Donc lorsque la bille atteint sa température de fusion à 23 degrés, donc la température ambiante, elle se liquéfie et absorbe ainsi la chaleur pour rompre ses liaisons moléculaires. Au contraire, lorsqu'elle refroidit, elle libère la chaleur stockée. La paraffine est encapsulée dans un copolymère, donc un mélange de polymères à base d'éthylène. Certains panneaux sont très performants et on estime que lorsqu'ils sont utilisés, ils permettent une diminution de 3 à 5 degrés des pics de température et une baisse des coûts d'énergie de 35% pour la climatisation et de 15% pour le chauffage. Exactement, Polly.
Cette technologie offre de bonnes performances. Il s'agit de la dernière barrière de protection thermique de notre panneau final. Elle intègre également un pare-vapeur en aluminium essentiel pour ne pas dégrader notre panneau ni notre air intérieur. Mais comment comptez-vous répartir les épaisseurs de votre panneau isolant? La plupart de vos concurrents proposent des isolants d'environ 18 cm. Nous avons opté pour une première épaisseur en ouate de cellulose de 45 mm, ce qui permet une isolation phonique adéquate tout en limitant une épaisseur trop importante. Elle est suivie de 80 mm de polystyrène extrudé et enfin une dernière barrière de 6 mm de billes de cire. L'épaisseur totale du panneau est donc de 131 mm, qui répond à notre objectif de ne pas dépasser les 18 cm afin de pouvoir concurrencer les panneaux existants. Et la Grenelle de l'environnement a donné lieu à des réglementations en termes d'isolation thermique. La RT 2012 demande qu'un bâtiment basse consommation ait un minimum de résistance thermique de 4 m² Kelvin par watt. Est-ce que votre panneau répond à ce critère? Avec nos 3 couches, nous obtenons une résistance thermique totale de 4,25 m² Kelvin par watt, ce qui répond amplement à la norme environnementale. Est-ce que vous savez comment vous allez mettre en forme votre panneau? Oui, bien sûr, nous allons fabriquer de manière séparée les 3 couches sous la forme de panneaux que nous rassemblerons par la suite afin d'obtenir notre panneau isolant final. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur le processus de création du panneau à base de polystyrène extrudé recyclé? On va extruder les morceaux de PS qu'on a obtenus avec le recyclage. On va les placer dans une machine qu'on appelle extrudeuse. Dans cette machine, on va ajouter avec le PS de l'amidon ainsi que de l'eau. Tout le mélange va alors être transporté à l'aide d'une vis sans fin et chauffé petit à petit jusqu'à ce que le PS entre en fusion. Ce qui arrive très vite étant donné que le PS est sous forme amorphe chez la plupart des déchets plastiques. De plus, l'amidon et l'eau, en chauffant, vont former une sorte de colle. Ce sera ainsi le liant de notre futur panneau. Ce mélange fondu arrive alors à une filière qui est simplement une pièce mécanique perforée aux bonnes dimensions de notre panneau, en termes de largeur 60 cm et d'épaisseur 80. Après son passage, on obtient donc une sorte de tapis infini qui est ensuite directement refroidi afin d'être solidifié et de stabiliser sa forme. Mais la surface de ce tapis est bien homogène? Pour en être sûr, on fait passer le panneau entre des rouleaux pour le lisser et homogénéiser sa surface. Enfin, il ne reste plus qu'à procéder à la découpe pour avoir des panneaux avec une longueur totale qui fait 1,20 m. Et pour les panneaux de billes de cire, est-ce que le processus de fabrication est le même? Non, c'est complètement différent. Tout d'abord, il va falloir encapsuler notre matériau à changement de phase, qui est ici donc de la cire de paraffine. Pour cela, nous allons disperser cette cire dans une solution de copolymère d'éthylène et d'agents tensioactifs. Ces agents vont permettre l'enrobage de la cire dans des microcapsules en permettant une diminution de la tension superficielle entre les gouttes de cire aqueuse et le copolymère. Le tout est alors laminé. Mais que cela signifie-t-il? Le laminage consiste à placer notre mélange de copolymère et de microcapsules entre 2 plaques d'aluminium. On obtient une sorte de sandwich qui va alors subir un pressage à chaud, c'est-à-dire l'application de 2 phénomènes, de la chaleur et de la pression, pour lier les couches entre elles. En effet, on a appliqué auparavant, avant de faire ce laminage, entre les plaques et le mélange, un adhésif qui est en fait une sorte de colle époxy qui fonctionne à partir de moins 70 degrés. On peut donc l'utiliser sans faire fondre l'aluminium ou le mélange, puisque la température de fusion du copolymère est d'environ quelques dizaines de degrés. Il vous reste un troisième panneau, non? Oui, il y a encore le panneau à base de ouate de cellulose qui s'inscrit dans notre démarche écologique, puisque c'est un matériau éco-responsable qui provient principalement du défibrage et du broyage de papier recyclé. On va mélanger cette ouate de cellulose avec des fibres de chanvre ainsi que de l'amidon qui va servir de liant comme avec le panneau précédent. Mais comment on peut avoir une bonne dispersion homogène de toutes ces substances? Pour permettre cette homogénéité, on se sert de mélangeurs complexes qui vont donc permettre la création d'un panneau ayant la même composition, les mêmes propriétés partout. Après ce mélange, on effectue aussi un pressage à chaud pour activer les liants et permettre la création du panneau solide. La température imposée est donc de l'ordre de 100 degrés environ. Mais comment faites-vous pour assembler les 3 panneaux en un seul? On va coller les 3 panneaux bord à bord en appliquant des adhésifs entre chaque couche auparavant. Cet adhésif est une substance à base d'acrylique qui fonctionne pour tout type de panneau, céramique, plastique ou encore métal. De plus, cet adhésif présente comme avantage d'avoir une résistance élevée et une température d'utilisation qui va jusqu'à 140 degrés. Cette substance est donc en accord avec l'utilisation future de notre panneau, que ce soit en termes de résistance ou de température. Enfin, on applique une forte pression à l'aide d'une presse pour faciliter l'adhésion des différents panneaux entre eux. Cette pression est donc répartie de manière uniforme et homogène sur l'ensemble de notre panneau. Et avez-vous estimé le coût total de votre panneau? Et oui, Polly, à partir des procédés de fabrication, nous avons pu établir un coût approximatif. Dans un premier temps, nous avons estimé un coût machine total de 429 000 € sans maintenance, en prenant en compte un amortissement sur ces machines de 10 € par panneau
Il faudra isoler 600 maisons ayant une surface à isoler de 100 m² pour amortir totalement l'achat des machines. Puis, dans un second temps, nous avons établi un prix matière à partir des matériaux non recyclés. Le polystyrène extrudé et le polyéthylène issus du recyclage nous sont fournis gratuitement par des associations chargées de dépolluer le 7e continent. Le prix matière est donc nul pour ces deux matériaux. On obtient un prix pour 100 m² d'isolation de 18 900 €, auquel il faut ajouter 8 000 € de recherche et développement et de main-d'œuvre. Le prix total est donc de 26 900 €, ce qui est légèrement au-dessus du prix de la concurrence qui propose des panneaux isolants entre 15 000 et 25 000 € les 100 m². Cependant, nous évaluons que ce surcoût peut être compensé par la volonté des clients d'acheter des panneaux éthiques et performants. Merci beaucoup, monsieur le prof. Alors, si j'ai bien tout compris, grâce à tous les déchets plastiques de l'homme, on peut créer un panneau isolant qui possède des bonnes performances thermiques, acoustiques et surtout écologiques. Mais pour avoir ce super panneau, il va falloir mettre la main à la poche. Ne vous inquiétez pas, on vous fera une petite ristourne pour réduire la facture de l'UTT. Et puis, l'État est en ce moment même en train d'aider ce genre d'innovation verte et devrait ainsi vous rembourser une partie du coût.